Bonjour à tous. Aujourd'hui, de la correction des exercices concernant le stockage des fluides. Alors, exercice 2, stockage des fluides. On souhaite stocker ou transporter des fluides à température ambiante tout en minimisant le volume. Oui, c'est ce qui est fait évidemment. Les transporteurs souhaitent ne pas avoir à réfrigérer leur camion et donc transporter les fluides à température ambiante pour des raisons de coût. Alors maintenant, on va regarder dans quel état doivent être stockés les fluides. Est-ce qu'il s'agit d'état gazeux, gazeux, liquide ou un mélange liquide-vapeur ou un mélange, etc. Donc, selon les espèces à transporter. Donc, on vous donne 4 espèces d'hydrogène, ammoniac, diazote et dichlore, donc selon les températures de pointe critique. Alors, si je retrace mon diagramme de clapeyron, c'est ce qui est demandé, prévoyez l'état sur lequel on va stocker donc, ces 4 espèces. Donc, on remarque deux choses. La température ambiante est supérieure à la température critique du dihydrogène et du diazote. Donc, on peut tracer un premier diagramme pour ces deux espèces-là. Hop, donc je trace un premier diagramme de clapeyron pour le diazote et le dihydrogène. Alors, donc là, c'est vrai qu'on a. Donc là, si je prends la courbe de saturation, je vais la mettre en verte, la courbe de saturation. Voilà. Donc on voit que la température critique est inférieure à la température ambiante. Donc, la température ambiante, je vais représenter les isothermes. Donc, par exemple, ici, je vais mettre T ambiante. Alors, ici, vous avez le point critique. Donc, l'isotherme correspondant à la température critique. Je vais essayer de représenter les isothermes à des températures inférieures à celles du point critique. Pour rappeler le diagramme de clapeyron. Voilà. Vous avez quelque chose comme ceci. Donc, je rappelle ici, il s'agit de T critique. Et donc, le diagramme correspondant est valable pour N2 et T2. Si maintenant je représente le même diagramme, le diagramme de clapeyron correspondant cette fois à NH3, à l'ammoniac et au dichlore, et bien cette fois donc la courbe de saturation, je la représente encore. C'est de la facture cette fois, comme ceci. Cette fois la température critique est supérieure à T ambiante. Si je fais un des isothermes, on va faire 2. Une première. Alors, on va dire à T2 supérieur à T ambiante et T ambiante, justement, je vais faire représenter. Température ambiante, on va la prendre en égal à V sur V au départ. Alors, une deuxième, mince. L'allure des isothermes n'est pas bonne, je vais la reprendre. Là, celle-ci, ça va, mais alors, dans la zone du liquide, la pente n'est absolument pas la bonne. Donc, je vais ceci là, n'importe quoi. Hop. Comme ça. Pour que je n'ai pas de fausse représentation.
Bon, voilà, quelque chose comme ça. Ici. Alors, maintenant, donc déjà, étant donné que la température du point critique est ici, alors, bon, on va commencer par ce premier diagramme-là. On n'a pas trop le choix, étant donné que on souhaite transporter les fluides à température ambiante. Dans quel état est-ce qu'on va les stocker pour le diazote et le dihydrogène, T2, le dihydrogène. Et là, c'est un diagramme, c'est le volume en fonction de le volume massif, la pression en fonction du volume massif, la pression en fonction du volume massif, il s'agit d'un diagramme de Clapeyron, je n'ai pas précisé. Eh bien, stockage, la bouteille renferme un fluide supercritique. L'état supercritique. Parce qu'on est dans cette zone-là, forcément. Donc on a du fluide supercritique. Voilà. Un fluide super. Alors, sous quelle pression, à votre avis, pour minimiser le volume à utiliser, il vaut mieux se placer à haute pression. Sous haute pression pour minimiser le volume massif. Minimiser V en stock. Donc, le dihydrogène et le diazote se forment d'un fluide supercritique. Maintenant, qu'en est-il de donc, NH3 et Cl2? Alors là, la question se pose maintenant. Parce qu'on est forcément, si on se place ici, alors est-ce qu'on va stocker sous forme d'un gaz? C'est pas très économique en termes de volume. On se dit, est-ce que c'est très bien de stocker sous la forme de liquide? Là où ça peut être gênant, c'est si jamais on a une augmentation de température, donc remarque, sous quelle forme? Donc, sous quelle forme? Donc vapeur, ça pourrait être bien. Pourquoi? Parce que si on augmente, si tout d'un coup votre camion qui transporte le diazote, le diazote, l'ammoniac ou le dichlore est en plein soleil et que la température augmente, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en train de si vous stockez un gaz, la température augmente brutalement, mais vous conservez évidemment le volume massif, vous passez à une pression qui augmente peu en proportion. Alors là, j'ai exagéré le décalage. Par contre, si on stocke, donc là, l'inconvénient, vapeur, c'est volume massif élevé, donc ça prend beaucoup de place de stocker du gaz. Liquide, bien. Justement, si vous avez compris un petit peu ce que je montre, si maintenant on est en train de stocker le liquide, on imagine qu'on est là, on va avoir une augmentation de pression. Alors mes isothermes sont très mal faits, mais le delta P associé à une élévation de température très élevée. Donc si delta T égale 20 degrés, par exemple, je dis n'importe quoi, là mon échelle n'est pas bonne. Delta P égale 5 degrés, j'en sais rien, ou 10 degrés. Même on peut mettre 20, on laisse le camion en plein soleil à 50. Delta P peut-être et même un petit bug, excusez-moi, du logiciel. Delta P peut prendre des valeurs très élevées. Donc l'idée, ça va être peut-être de stocker un mélange liquide-vapeur. Parce que, alors, pas n'importe où. Où est-ce qu'il faut absolument que qu'on place le système à stocker?
Alors, si on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, si on se place avant, donc là, la limite, je vais vous donner directement l'idée, hein, la limite, ça va être le volume critique, ici VC. Si on se place pour un volume supérieur au volume critique, eh bien, et en cas d'échauffement, il n'y a pas de souci, on va avoir, on peut, au pire, on va transformer un mélange liquide gaz en gaz, et donc l'augmentation de pression ne va pas être très élevée, au pire. Mais de toute façon, voilà. Sinon là, on obtient ça. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir, parce que là, il y a d'autres isothermes, évidemment, au-dessus. Ici, je peux en représenter d'autres. Je vais présenter d'autres isothermes. L'idée est la même. Hop là. L'idée est la même. On veut absolument éviter le passage au liquide. On veut impérativement éviter ce passage au liquide, donc il faut impérativement qu'on évite cette zone-là. Parce que dans cette zone-là, on a possibilité de faire ça, etc. et d'avoir des delta P très 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 élevés. Donc l'idée, c'est stockage sous forme d'un mélange diphasé, sous forme d'un mélange diphasé, mais pour lequel le volume est inférieur, le volume acide est forcément inférieur au volume critique. Sinon, problème en cas d'échauffement. Mais attention, V inférieur, pardon, inférieur, justement, j'ai dit le contraire, un volume supérieur au volume critique. Sinon, delta P peut être très élevé et provoquer, je n'ai pas dit le souci, c'est pour provoquer l'éclatement de la bouteille. Très élevé en cas d'échauffement. Et donc, il faut penser à ces éventualités-là. Et donc, on va impérativement éviter cette augmentation de pression en cas d'échauffement et mener à un risque d'éclatement. Il ne faut absolument pas que le volume soit inférieur au volume critique. Bon. Donc à retenir, je mets un petit coup de surligneur. Si vous avez, je vais écrire en rouge, si T, pour T critique supérieur, pour T critique inférieur à T ambiante, hop, là, on n'a pas de souci. Pour T critique supérieur à T ambiante, ce que vous devez retenir, c'est ceci, ici, stockage mince. Stockage sous forme d'un mélange diphasé et le volume supérieur au volume critique. Alors, évidemment, on le retrouve très facilement en effectuant un diagramme de Clapeyron. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça exactement. Vous faites ces deux diagrammes de Clapeyron et vous vous retrouvez eh bien, ce qui se passe. Alors, si on passe à l'exercice 3, donc dernier exercice sur le stockage des fluides, où là, cette fois, on s'intéresse au stockage donc, du GPL dans les voitures. Certaines exercice 3. Donc peut-être certains d'entre vous possèdent une voiture au GPL ou vos parents. Et donc gaz de pétrole liquéfié, on va considérer qu'il s'agit donc, alors c'est un mélange de propane et de butane, et on va considérer qu'il s'agit uniquement de propane. Donc vous avez le diagramme de Clapeyron qui est fourni en annexe. Alors on dit stocké à 20 degrés, oui, on imagine que la voiture est stockée à 20 degrés. Titre en vapeur, X égale 0,2. Alors pourquoi c'est important de regarder ce qui peut se passer, parce que je pense que vous savez, vous avez vu que dans certains parkings souterrains,
véhicules à GPS sont toujours restent interdits. Sinon, c'est marqué interdit aux véhicules fonctionnant en GPL, sauf mine de soupape. On va voir à quoi cette soupape, cette fameuse soupape peut servir. Alors, si on prend le diagramme, le papillon, on regarde. Alors, on dit que on stocke un fluide avec un titre en vapeur de 0,2. Alors, déjà, on va prendre le diagramme, on commence à avoir l'habitude maintenant. Donc là, en noir, nous trouvons les titres massiques en vapeur. Sous la courbe de saturation noire, vous avez comme d'habitude le mélange liquide-vapeur. Ici, 100% vapeur et ici 100% liquide. En rouge, vous voyez que ce sont des isothermes. Contrairement au cas de l'air, les isothermes sont bien horizontales dans le mélange diphasé. Les isothermes se poursuivent dans le cas du gaz. Donc, les isothermes sont proches des isenthalpes à basse pression et à basse pression, on va dire. Les isenthalpes, évidemment, je ne vais pas préciser, mais c'est un diagramme enthalpique, un diagramme des frigoristes, avec la pression ordonnée et l'enthalpie massique en abscisse. Apparaît également l'entropie massique en bleu dans la phase vapeur et dans la phase liquide plus vapeur. Et apparaît, comme dans l'autre diagramme déjà étudié, les volumes massiques, apparaissent les volumes massiques en vert. Donc maintenant, si on positionne le point, on vous dit qu'on est en x égale 0,2. Donc je suis quelque part sur cette courbe ici, et on est à la température 20 degrés. Donc j'arrive jusqu'ici, non, 20 degrés, là c'est moins 20, pardon. Donc je remonte jusqu'à 20 degrés, c'est-à-dire ici. Donc le système est quelque part ici, on va l'appeler le point A, ici. Juste un peu plus haut d'ailleurs. Alors la question c'est, quelle pression règne dans le réservoir? Bon, bah, il suffit de lire, vous avez votre diagramme qui est plus précis que moi, là je dirais on est à 20 degrés ici, on est un tout petit peu plus haut que 8 bars, moins que 9, c'est une échelle logarithmique, attention en ordonnée, 8,3 bars, quelque chose comme ça, hein. C'est pas du tout. Et au point A, la pression au point A, environ à 8,3 bar, non, je vais pas préciser, x point A, c'est un x vapeur, même si c'est pas précisé, 0,2 et la température du point A au point A égale 20 degrés. Alors on vous demande pour un réservoir 50 litres, quelle masse de propane stocke-t-on? Alors on vous donne le volume, mais il suffit d'obtenir le volume massique. Alors le volume massique, on est à peu près sur la courbe 0,015 mètres cubes par kilogramme, c'est ça, hein, un petit peu en dessous. Bon, on va dire 0,015. V au point A, le volume massique, 0,015 mètres cubes par kilogramme. Bon, une fois qu'on a cette valeur-là, il nous suffit de faire l'application numérique. La masse de propane que l'on peut transporter, c'est le volume sur le volume massique. Et donc on a 50 sur 0,015 environ 3,3 kg à peu près, 3,3 kg de propane dans le réservoir. Alors, si on nous demande d'autres, le volume massique du liquide saturant étant égal à 2 10-3 m3 par kg, quelle est la capacité maximale du réservoir? C'est-à-dire, en fait, le liquide saturant, à la température là, on vous le donne. Bon, avec la valeur, on aurait pu la lire, hein, de toute façon. Mais il nous suffit encore une fois de faire l'application numérique, la masse maximale. C'est V, le volume du réservoir, qui n'est pas changé sur le volume liquide critique. Alors, pas critique, mais hop, saturant. J'ai critique, saturant. Et l'application numérique nous donne cette fois à peu près, c'est même pas à peu près, c'est 50 litres sur
de 50-3. Hop là. C'est bon. Je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis en. J'ai oublié de la spécifier. On avait mis litres et ici 25-10-3 sur 10-3 et donc ça nous donne 25 kg. L'unité, attention unité. Je précise attention aux unités. Là, j'avais fait naturellement la conversion, mais il faut bien l'écrire correctement. Là, simplement les applications numériques. La capacité maximale du réservoir, la capacité, c'est mal formulé, mais c'est comme ça dans l'exercice. La capacité max, en fait, c'est la masse maximale que peut comporter le réservoir. Le réservoir est éprouvé pour résister à une pression de 30 bars. En cas d'éclatement d'incendie ou d'échauffement accidentel, à quelle température y a-t-il risque d'explosion? On va regarder. À 30 bars. 30 bars. L'isobar est ici. Eh bien, et là vous avez l'isotherme 80, l'isotherme 60 est ici, 70 ou 76, 77 degrés peut-être. Ah, et environ 30 bars. Eh bien, T environ 76 degrés pour un mélange liquide-vapeur et donc risque d'échauffement au-delà. Risque d'explosion, pardon. Risque d'incendie au-delà. Risque d'explosion. Là, c'est encore une fois que de la lecture graphique. Question 3. En 2001, les réservoirs GPS ont mis une soupape permettant d'évacuer le liquide dès que la pression dépasse 25 bars. Expliquez l'intérêt de cette soupape. Eh bien, si on regarde le diagramme, à 25 bars, on est loin de la. Pardon, 25 bars, on est ici. Voilà. On est en échelle logarithmique, on est à une pression largement inférieure à celle de 30 bars. En fait, on va libérer du propane du réservoir, qui va faire baisser la pression. Et ainsi, on n'atteindra pas les températures et pressions. Alors, c'est pas critique, parce que il ne s'agit pas de système critique là, des pressions gênantes qui pourraient faire que le système exploserait. Donc, le terme n'est pas. Le terme, c'est la pression gênante. C'est plus que gênant évidemment, mais je ne vais pas employer le terme critique qui pourrait porter à confusion. Donc évidemment, ajouter une soupape permet d'abaisser la pression. L'intérêt, baisser la pression, vous libérez du propane dans l'atmosphère, et etc. Vous avez compris ce qui se passe. Donc avec cette soupape, pas de risque de monter en pression normalement. Entre la sortie du réservoir et les injecteurs du moteur, le GPS circule dans un vapodétendeur où il subit une détente inentalpique. Comment évolue la température et la composition du mélange liquide-vapeur? Alors, donc en sortie du réservoir, on part de là. En sortie du réservoir, on a dit qu'on avait un X vapeur égale à 0,2, on avait une pression égale à 8 bars, à peu près en ordre de grandeur, et une température à 20 degrés. Alors, maintenant, au niveau des injecteurs du moteur, au niveau de l'injection, alors ça, là c'est vrai que c'est pas explicitement dit, mais c'est à vous, étant donné qu'il n'y a aucune indication, au niveau des injecteurs, donc de l'injection du moteur, sous quelle pression se fait cette injection? Les injecteurs, hop, eh bien, étant donné qu'on veut minimiser les dispositifs, etc., avoir quelque chose de plus simple possible, eh bien, il suffit d'injecter, enfin, on va injecter à la pression atmosphérique. Et il y a P atmosphérique pour ne pas avoir en plus une pompe etc. Donc, à peu près, c'est 1 bar. Donc, on va regarder les caractéristiques du système lorsque vous suivez le dispositif. Alors, hop.
Nous étions donc au point A et nous devons nous déplacer jusqu'à 1 bar sur une, j'ai oublié de préciser, sur une détente isenthalpique. Alors donc là, on n'a pas trop le choix, on descend verticalement. Hop, on descend verticalement. Hop. Je vais aller jusqu'à l'abscisse. Voilà. Maintenant, il nous suffit de lire à la pression 1 bar. Hop, la pression 1 bar qui se situe. Je ne lis pas très bien. La pression 1 bar, c'est bien ici 2 bars, c'est ici. Hop, c'est ici, donc on arrive à ce point-là. Donc voilà, c'est ça que je vais faire, c'est. Voilà, on appelle ce point-là le point B, pour lequel le titre massique, pardon, oui, le titre massique en vapeur est environ de 0,5, un petit peu moins, 0,49 peut-être, et pour lequel le volume massique, la température déjà, moins 45 degrés, on ne sait pas, quelque chose comme ça. Hop, on va mettre ça. Alors, on va avoir 4 masses. 4, on a donc, bah, je vais le placer encore. Pour écrire, donc on a au niveau des injecteurs P atmosphérique égale en bar, et donc la température en D, maintenant, je vais appeler le point D. La température du point B, environ moins, qu'est-ce que j'ai fait, moins 45 degrés. Environ moins 45 degrés. Et le titre massique en vapeur, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. X massique en vapeur, environ donc 0,5. Bon, le temps que ça s'arrête avec le logiciel pour aujourd'hui en tout cas. Alors, en résumé, eh bien, il faut finalement, tous ces exercices ont pour point commun l'utilisation des diagrammes, soit de Clapeyron, donc on représente la pression en fonction du volume massique, ou bien le diagramme enthalpie, ou appelé aussi diagramme des frigoristes, pour lesquels on représente la pression en fonction de l'enthalpie et pour lesquels, ou sur lesquels plutôt, apparaissent également beaucoup de données, l'entropie massique, le volume massique, le titre massique à vapeur, ainsi que la température. Donc, je vous conseille encore de vous entraîner à la lecture de ces diagrammes. Voilà, on en refera bien évidemment dans le chapitre 4 concernant l'étude des machines thermiques. Bon courage, bonne journée.